Merci de votre fidélité à la télévision Futur Média. Soir d'info, la suite avec l'ancien ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Bonsoir. Bonsoir Chérif. Vous me permettrez de saluer aussi l'ensemble des téléspectateurs de la télévision Futur Média. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ancien ministre de l'Action sociale, ancien DG du Fonds 6 ID, c'est le nom du think tank que vous venez de lancer. On va en parler, mais d'abord, le fil rouge de l'actualité, c'est la plainte du président Macky Sall contre X pour faux et usage de faux et diffamation après la diffusion sur les réseaux sociaux de documents présentés comme des relevés de son compte bancaire. Êtes-vous choqué par cette plainte et les spéculations qui lui ont donné naissance? Mais je vous remercie, Chérif. Je suis extrêmement choqué par la cause de la plainte. La plainte elle-même se justifie parce que, de mon point de vue, dans ce Sénégal, on ne peut pas accepter qu'on n'en soit là au niveau du débat. C'est véritablement dommage de voir qu'un ancien chef d'État soit traité de cette manière. C'est véritablement une question, moi, qui m'a beaucoup choqué quand j'ai vu les spéculations relatives à l'existence de ce compte. Mais bien entendu, bien entendu. Je pense quand même que cela relève véritablement de situation très regrettable. Le président Macky Sall a posé un acte aujourd'hui au plan judiciaire. Je pense que c'est tout à fait normal qu'il prenne effectivement ce dossier au sérieux pour éventuellement se protéger par rapport surtout aux spéculations d'avenir. Justement, on vient de siffler la fin de la récréation. Macky Sall est décidé à ne plus laisser passer déclaration de son avocat français, Maître Antoine V, déclaration faite à Jeune Afrique. La meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer. Est-ce que cette plainte n'est pas une manière d'anticiper une éventuelle poursuite dans le cadre de la reddition des comptes? Mais je ne pense pas. Je crois qu'il faut être factuel. Il a été faussement, j'allais dire, attaqué, diffamé. Et ça fait normal que par rapport à cet acte précis, qu'il pose un acte judiciaire. Oui. Maintenant, ce qui va se passer par rapport à la perspective ne dépend pas, de mon point de vue, de la situation du moment. Cette situation du moment exige à ce que cela soit véritablement traité de cette manière. Et tous les démocrates du pays, d'ailleurs, doivent soutenir cela. Parce que nous ne pouvons pas, après tous ces comment dirais-je encore, batailles que nous avons réussi au plan des avancées démocratiques dans ce pays, en arriver à ce que des spéculations de cette nature-là se fassent et que le débat politique soit basé sur du faux. Je pense que le président Macky Sall a bien fait d'arrêter effectivement donc cela en déposant bien entendu une plainte pour qu'au plan judiciaire cette affaire-là soit réglée. ID, c'est le nom du think tank que vous venez de lancer. Et vous allez nous expliquer les piliers fondamentaux. Il y en a 3, d'après le texte que nous avons lu. Mais est-ce que ce n'est pas quand même vous ne proposez pas aux Sénégalais de faire du neuf avec du vieux, Abdoulaye Diouf Sarr? Non, pas du tout. Je pense que aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a de nouveaux défis. Oui. Et quand il y a de nouveaux défis, quand il y a de nouvelles problématiques, il nous faut, de mon point de vue, de nouvelles idées dans une approche collaborative, dans une approche d'intelligence collective, de réflexion collective. Oui. Parce que très souvent, la réflexion, elle est cloisonnée, elle est très individuelle, et des fois même, à la limite, de très bas niveau, et assez politicien, si j'ose m'exprimer ainsi. Je pense que ce pays mérite d'avoir des cercles où on élève le débat dans des conditions quand même plus valorisantes, dans des conditions plus utilitaires, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc le think tank, son rôle, c'est véritablement de faire en sorte que dans ce pays, sur des thèmes majeurs, mais aussi sur la base de méthodologies assez éprouvées, qu'on puisse véritablement apporter de la réflexion pour faire avancer les dossiers
dans le sens du développement du pays. Vous allez nous expliquer concrètement comment vous comptez animer votre think tank, mais des idées nouvelles portées par un homme du passé politique récent que les Sénégalais ont quand même littéralement tourné à qui les Sénégalais ont littéralement tourné le dos. À titre personnel, vous avez enchaîné par exemple des défaites électorales. Avez-vous fait votre remise en question avant de proposer de nouvelles idées? Moi, je pense que ce n'est pas politique ce que nous faisons. Oui. Et la réflexion, elle n'est pas individuelle non plus. Mais ce n'est pas antinomique, hein. Vous l'avez dit d'ailleurs à Adamadien de l'Observateur. Je sais, ce n'est pas antinomique. Mais la réflexion, elle n'est pas individuelle. Elle est collective. Et je disais en fait que le rôle d'un think tank, c'est de promouvoir l'intelligence collective, de faire en sorte que des gens se retrouvent, des personnes d'un certain niveau, venant d'horizons divers, croisent le fer par rapport à des problématiques pour apporter des solutions émanant de leur réflexion collective. Donc nous autres, par rapport à ce qu'on a proposé, que nous estimons jusque-là, par rapport à beaucoup de situations comme étant pertinentes, nous allons effectivement apporter une contribution qui sera notre contribution, mais ce ne sera pas une contribution dominante, d'autant plus que la philosophie effectivement du think tank, c'est une philosophie participative. Il faut réunir les gens, il faut absolument faire en sorte que l'intelligence collective, je le répète encore, puisse générer donc des propositions et des idées permettant, bien entendu, à nos partenaires, parce que évidemment il va falloir qu'on fournisse tout cela aux acteurs du système de manière générale, aux acteurs économiques, aux acteurs sociaux et autres, pour faire avancer leurs travaux en quelque sorte. Mais c'est tout ce qu'incarne le parti au pouvoir, si tellement bien qu'ils ont été élus et si bien élus. Est-ce que vous pensez que, encore une fois, vous pouvez apporter quelque chose de plus après avoir été écarté quand même par les Sénégalais de la gestion de la chose publique? Je ne viens pas apporter quelque chose intitulé, c'est-à-dire en tant qu'Abdoulaye Diouf Sarr. Je ne viens pas apporter quelque chose en tant que membre d'un régime qui a été défait, si j'ose m'exprimer ainsi. Je viens demander effectivement à des amis, à des experts venant de tous bords, y compris d'ailleurs des experts venant de l'actuel pouvoir, y compris des experts venant de la société civile, venant du secteur privé, venant des universités, venant bien entendu du Sénégal des profondeurs, venir discuter par rapport à des sujets de l'heure pour apporter une contribution émanant d'une réflexion collective. Il ne faut pas voir le think tank comme étant une offre de ma personne en termes de réflexion. Mais vous êtes le porte-étendard. Je suis, bien entendu, je suis le porte-étendard. Nous allons effectivement voir tout à l'heure, d'ailleurs, dans la procédure, que l'idée du porte-étendard, la pensée du porte-étendard, le point de vue du porte-étendard n'est pas un point de vue dominant. Parce que nous allons travailler sur 3 tables. La première table, ça va être une table étude et analyse, où on demande à des experts qui s'inscrivent dans cette table d'approfondir des sujets et de produire de la réflexion sur la base d'études. Il y a une autre table qui sera une table collaborative, une table de discussion, une table de conférence, d'atelier. On se retrouve pour échanger autour d'une problématique de manière tout à fait libre. Et une 3e table qu'on appelle impact et action, pour nous permettre d'essayer d'appliquer les résultats des 2 premières tables. Vous voyez donc que la méthodologie est telle que celui qui dirige le think tank n'a pas effectivement un point de vue dominant du point de vue scientifique. Il est bien entendu le représentant en termes d'organisation, en termes de management du think tank, mais l'organisation scientifique est telle qu'il n'a pas les arguments dominants dans le système. Vos contributions vont transcender les clivages politiques, c'est ce que vous voulez nous dire? Mais bien entendu, vont forcément transcender les clivages politiques, parce que tous les participants du think tank sont peut-être d'une certaine manière colorés, colorés politiquement ou colorés du point de vue de leur paradigme
j'allais dire scientifique. Vous comprenez bien ma question parce que vous-même, vous êtes un homme politique. Je comprends très bien. Ma question subsidiaire, c'est est-ce que vous êtes ancré dans l'opposition ou bien vous transcendez les clivages? Je comprends parfaitement votre question. Oui. Je comprends parfaitement votre question. Le fait d'organiser le think tank ne me fait pas renier mes convictions de base, qui sont des convictions républicaines, qui sont des convictions de démocratie, qui sont effectivement des convictions pour faire en sorte que le Sénégal soit un Sénégal qui bouge et qui avance. Ça n'a rien à voir avec, bien entendu, des positions du moment, en termes donc d'intervention au niveau du think tank. Mais ce sont ces positions que je vais défendre dans le think tank. Oui. Cependant, cet engagement, qui est un engagement de conviction, peut s'exprimer dans un cadre partisan. Vous avez effectivement suivi l'actualité ces derniers temps. Oui. J'ai décidé de ne plus l'exprimer dans un cadre partisan, mais de l'exprimer dans un cadre qui est un cadre scientifique, où j'apporterai mes arguments par rapport à mes convictions, bien entendu, et à ce que je pense être l'idéal pour le développement. Raison pour laquelle vous avez tourné le dos à votre parti Alliance pour la République. J'ai profité d'une discussion au niveau du think tank pour, à travers, bien entendu, la réponse à une question, expliquer aux participants que l'expression de mes convictions militantes se fera désormais dans le cadre de structures comme le think tank. Sans regret, vous quittez l'APR, sans regret. Il n'y a pas de... Sans regret ni remords. Il n'y a pas de regret ni de remords. Oui. Parce que fondamentalement, la vraie conviction, elle n'est pas une conviction par rapport à un périmètre d'intervention. La vraie conviction, elle est une conviction par rapport, bien entendu, à des positions, à une croyance intellectuelle et à une vision qu'on a. Cela reste identique, mais le jeu ne se fait plus dans le périmètre de l'Alliance pour la République, cela se fera dans le périmètre que je viens de me tracer. Je parle de regret parce que vous avez été pressenti pour être le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Vous avez été même candidat. Est-ce que vous n'avez pas quand même, ne serait-ce qu'une seule once de regret? Non, pas du tout, pas du tout. Je ne peux pas avoir... de vos résultats, je ne peux pas avoir de regret parce que je poursuis mon militantisme. Je ne peux pas avoir de regret parce que je continue effectivement à avoir des convictions et je continue à penser que j'ai un rôle à jouer dans mon pays. Il n'y a pas de regret. C'est juste le terrain d'intervention qui n'est plus le même, mais je poursuis ma route pour exprimer mes engagements politiques. Dans le quotidien de l'Observateur de ce week-end, vous dites que si la confusion dans les jeux des institutions perdure, le Sénégal n'est pas à l'abri du chaos. À quoi faites-vous référence en parlant de confusion dans le jeu de ces institutions? Oui, parce que moi je pense que la démocratie et le jeu politique doivent reposer sur des institutions solides. Et ces dernières années, on a vu nos institutions véritablement attaquées et à la limite discréditées. Et il y avait comme une impression d'un combat qui s'est exprimé entre le législatif et le judiciaire. Et de mon point de vue, cela ne doit pas se passer comme ça. Les institutions doivent s'équilibrer, les institutions doivent se réguler, les institutions doivent fonctionner chacune en ce qui concerne son terrain d'intervention constitutionnel, légal et réglementaire, mais nous ne devons pas effectivement assister à ce qui peut ressembler à une guerre des institutions. À une défiance, comme on l'a vu souvent sous votre régime Abdoulaye Diouf Sarr. Mais comme on l'a vu sous notre régime, comme on est en train de le voir. Actuellement? Comme on est en train de le voir actuellement. Exactement. Quand on voit effectivement qu'au niveau du législatif actuellement, nous sommes effectivement dans une situation où on semble opposer le législatif au judiciaire, où on semble effectivement opposer aussi le législatif à l'exécutif, où l'exécutif dit quelque part que par rapport à la DPG, je dois venir mais je ne viens pas maintenant. Le législatif dit il faut venir tout de suite, nous vous attendons. On a l'impression que quelque part il y a de l'imprécision dans les textes qui fait aujourd'hui qu'il faut absolument des réformes pour régler ces questions. Il ne faut pas donner l'impression
que les institutions qui garantissent la stabilité du pays s'entrechoquent. La déclaration de politique générale sera faite vendredi, le 27. C'est une bonne chose. Oui. C'est une bonne chose. Quand moi je dis qu'il ne faut pas que nos institutions se fragilisent, c'est pour que chaque acteur du système respecte ce qui a été prévu. Cela me paraît extrêmement important, au-delà de la situation du moment. Il s'agit de garantir l'équilibre de la démocratie et de la République. Tout ce qui a fait défaut dans les dernières années du président Macky Sall. Mais, ce que je dis, et je répète, il n'y a pas de système parfait. Évidemment, il y a des choses qui exigent et qui nécessitent des réformes. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, le nouveau régime est attendu sur ces réformes extrêmement importantes pour faire en sorte que nos institutions soient des institutions solides. Oui. Aussi bien l'exécutif, le judiciaire que le législatif. On doit avoir des institutions extrêmement solides pour garantir effectivement la stabilité de la République. On va parler de l'économie à Abdoulaye Diouf Sarr, et on va parler également des questions liées à la santé, parce que ça me semble extrêmement important. Vous avez incarné le visage de ce département. Vous êtes économiste et expert financier, ancien DG du Fonds souverain d'investissement stratégique. Quelle est votre idée? On va revenir à votre think tank. Quelle est votre idée de l'économie sénégalaise actuellement? Mon idée de l'économie sénégalaise, c'est une économie qui aujourd'hui, comme l'ensemble d'ailleurs des économies de même nature dans la sous-région, où l'acteur dominant c'est l'État. L'acteur dominant c'est l'État. Le secteur privé qui normalement, dans une économie que je vais appeler normale, vous m'excusez la répétition, doit véritablement jouer le rôle pour apporter la croissance et l'emploi. Cet acteur privé aussi dépend globalement et fondamentalement de la commande publique. D'un autre côté, on voit effectivement que autour de tout cela, il y a une dominante importante du secteur informel qui sort quelque part du jeu traçable de l'économie effectivement donc formelle. Vous voyez donc que il y a un problème du point de vue de la maîtrise. De telle sorte qu'on peut avoir l'impression que tout le jeu économique doit tourner autour du budget de l'État. Et le profane peut d'ailleurs croire que c'est à partir du budget de l'État qu'on doit effectivement driver l'économie, qu'on doit effectivement orienter effectivement le jeu économique. Alors que normalement, il doit y avoir un système économique où les autres acteurs, surtout les acteurs privés, jouent le rôle essentiel, et l'État se positionne comme étant un élément de régulation, un élément de redistribution et un élément d'impulsion. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le secteur privé, un secteur privé national notamment fort, on vous a reproché d'avoir privilégié, vous, votre régime, pas vous, mais au sens personnel, votre régime, d'avoir privilégié le secteur privé étranger. Qu'est-ce que vous répondez là-dessus? Le secteur privé national doit être privilégié. Le secteur privé national doit être fort. Le secteur privé national doit être véritablement mis dans des conditions qui lui permettent de jouer son rôle. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été. Je viens dans l'analyse. Il est important de changer le mode de financement de l'économie pour permettre au système d'utiliser effectivement le secteur privé national. Parce que malheureusement, le financement était tel que le portage était fait par des structures venant de l'étranger. Ça, il faut absolument corriger ça. Vous avez parlé du budget. La loi de finances 2025 vante une maîtrise des dépenses publiques avec une hausse limitée à 2,9%. Quel est votre avis sur ce budget qui table sur une croissance de 8,8% grâce à la montée en puissance des secteurs pétroliers et gaziers? Je me demande si c'est la montée des secteurs pétroliers et gaziers qui tire effectivement la croissance. Vous avez des doutes? Qui ont un impact là-dessus. Ça va venir certainement. Mais je ne pense pas que, pour l'instant, c'est ça le véritable moteur de ce qui fait effectivement la croissance de cette année 2025. On a effectivement un budget qui a fait quand même, en termes de perspective, des efforts sur donc la fiscalité. Ça, il faut le reconnaître. Les recettes ont augmenté. Les recettes ont augmenté. Le taux de pression fiscale qui est de 19,3, qui mérite d'ailleurs d'être, j'allais dire,
mieux boostée, nous semble quand même... Plus que ça, parce que là, mais oui, il y a des entreprises qui crient. Non, il ne faut pas confondre... À la pression fiscale, justement. Il faut une pression fiscale bien gérée, bien distribuée, n'asphyxie pas forcément, effectivement, l'entreprise. L'objectif de pression fiscale dans l'Union dépasse effectivement donc les 19,3%. Tout à fait. Il ne faut pas confondre pression fiscale et véritablement cette agressivité qui, bien entendu, nous fait dire que trop d'impôt tue l'impôt. Oui. Il est important, par le biais effectivement de l'assiette, mais par le biais aussi d'autres mécanismes, de faire en sorte que ce ne soit pas une pression fiscale asphyxiante. Oui, sur les autres points maintenant du budget, notamment les dépenses ordinaires. Je reviens sur les autres points du budget. Il me semble important de travailler sur la rationalisation du train de vie de l'État. Ça me paraît essentiel. Êtes-vous bien placé pour en parler? Mais Abdoulaye Diouf Sarr, ne voyez pas. Non, mais c'est important. On ne peut pas. Franchement, ça va être compliqué de ne pas vous ramener à votre politique. Je suis bien placé pour en parler. Oui. Je suis bien placé pour en parler. Oui. Parce que dire qu'il faut rationaliser effectivement les dépenses ne veut pas dire que ce qui a été fait et bien fait. Je peux bien effectivement dire que même si c'était notre régime qui était encore là, nous devons forcément continuer effectivement à travailler, à rationaliser effectivement. Alors expliquez-nous pourquoi vous dites ça. De mon point de vue, il faut rationaliser effectivement donc le train de vie de l'État. Oui. Parce que il est important de savoir qu'au niveau des dépenses, l'État doit orienter effectivement ses recettes, son budget, vers des secteurs productifs. Aujourd'hui, l'agriculture mérite d'être véritablement soutenue. L'élevage mérite d'être soutenu. La pêche mérite d'être soutenue. Oui. C'est effectivement donc des secteurs qui exigent des investissements importants. Si on n'oriente pas la dépense plus vers l'investissement productif, on risque de le laisser effectivement vers le fonctionnement récurrent qui n'est pas productif effectivement de croissance et de valeur ajoutée. Notamment les dépenses de personnel qui ont augmenté quand même de 43 milliards, il faut le noter. Cette augmentation n'est pas, de mon point de vue, trop méchante d'ailleurs. L'augmentation des dépenses de personnel n'est pas trop méchante. Parce que même, un État qui est dans cette logique de travailler sur l'employabilité et de faire en sorte que l'on crée des emplois, peut être dans une logique de soutenir donc les structures pour gérer l'employabilité. Cela ne me paraît pas très méchant. La dette à partir de ce moment-là. Parfait. La dette également, l'État cette année va payer 932 milliards, 108 milliards de plus que 2024. Oui, la dette doit faire l'objet d'une appréciation assez précise. Expliquez-nous. Pourquoi? Parce que très souvent on parle de dette comme si la dette était mauvaise. La dette n'est pas forcément mauvaise. Il y a une bonne dette et une mauvaise dette. La bonne dette, c'est la dette qui est orientée vers l'investissement. La bonne dette, c'est une dette qui est soutenable, avec une maturité intéressante, mais aussi qui n'est pas chère du point de vue des intérêts. Si, dans le montage effectivement de la dette, on est dans cet endettement-là qui nous permet d'investir, mais aussi qui est soutenable, à ce moment-là, on ne peut pas effectivement critiquer l'endettement. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Cependant, s'endetter pour asphyxier l'État sans l'orienter vers de l'investissement productif. C'est ce que semble dire le Premier ministre Ousmane Sonko. Il l'a dit lors d'une conférence de presse. Nous attendons sa déclaration de politique générale pour qu'il puisse véritablement présenter tout cela. Le think tank, en tout cas, est très intéressé à regarder ça. Mais nous ne sommes pas de ceux qui, systématiquement, considèrent que la dette est une mauvaise stratégie. Quand elle plombe l'économie, non. Ah ben, bien entendu, quand elle plombe l'économie. Quand elle est à un niveau d'insoutenabilité, quand elle est à un niveau où le service de la dette
plombe effectivement l'orientation en termes d'investissement, c'est un problème. Oui. Je pense qu'il faut une analyse extrêmement précise, mais ne pas être dans le débat systématique de dire que la dette est une mauvaise chose. Alors sur les dépenses d'acquisition de biens et services de transfert courant également ont augmenté de 60 milliards, mais nous aurons l'occasion d'avoir ce débat. J'aimerais qu'on parle de la santé. Monsieur le ministre, vous avez incarné le visage de la santé sous le régime du président Macky Sall. Et les récentes études publiées par le ministère enseignent un déficit à plusieurs niveaux. Un lit pour 2589 habitants en hospitalisation, un lit pour 48 000 habitants dans les services d'urgence et un lit pour 147 000 habitants en réanimation. Et ce, malgré un investissement de 1000 milliards de francs CFA en 10 ans. Pourquoi ça ne marche toujours pas? Oui, mais il faut absolument voir le gap d'où on vient. Il faut voir d'où on vient. Vous voulez me faire remonter à 2000... Le problème ne consiste pas à regarder aujourd'hui la situation. Il est important de regarder la trajectoire et de voir qu'énormément de choses ont été faites. Et c'est parce que cet investissement a été fait dans le secteur qu'on a fait des efforts en amenant par exemple l'indicateur sur l'incidence du paludisme à 9%, était à 21%. Il faut voir que c'est ça qui a permis, bien entendu, de faire en sorte que la mortalité maternelle quitte 315 donc décès à 216 décès pour 100 000 naissances vivantes. C'est ça qui a fait en sorte que sur la mortalité néonatale qu'on puisse faire des résultats. Il faut regarder plus les indicateurs. Et si on regarde les indicateurs, je pense quand même qu'il faut reconnaître que le Sénégal a fait énormément de choses dans le domaine de la santé. On peut rajouter également 2 hôpitaux pédiatriques pour plus de 7 millions d'enfants. C'est peu quand même. Bien entendu, c'est très peu. C'est pourquoi il faut continuer à investir dans la santé. D'autant plus qu'à Abuja, l'objectif était d'injecter 15% du budget de l'État dans la santé. Aujourd'hui, le Sénégal aux environs de 5-6. Il est important de continuer à investir dans le secteur. À côté de cela, en 2019, vous aviez vous-même lancé les concertations sur les urgences. L'objectif était d'améliorer la prise en charge dans les urgences. Avouez que cet objectif est loin d'être atteint aujourd'hui. Mais l'objectif est loin d'être atteint. Il faut continuer effectivement à travailler sur les urgences. Parce que c'est un point faible. C'est un aveu d'échec que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas un aveu d'échec. C'est juste le fait de savoir que le problème dans la santé est un problème extrêmement endémique. Et les efforts qui ont été faits ont comblé certains gaps, mais il reste des choses à faire. Et c'est ce qui reste à faire qu'il faut absolument que l'État actuel poursuive pour faire en sorte que la question des urgences soit réglée, la question de la digitalisation dans le système de santé soit réglée, la question bien entendu de la gestion des données soit réglée, la question effectivement des déserts médicaux soit réglée. La question de gestion du personnel soit réglée. Il y a beaucoup de questions qui sont effectivement donc des questions aujourd'hui qui ne sont pas totalement traitées, mais c'est un processus et je crois que donc nous attendons des efforts à ce niveau-là. Alors, à côté de ces difficultés internes, le système et les médecins sénégalais brillent à l'international. Nos médecins sont partout. Notre pays est devenu le premier d'Afrique à mettre en place une équipe médicale d'urgence conforme aux normes l'OMS. Parmi ces performances, on peut ajouter également l'acquisition récente du niveau de maturité 3 de l'Agence de réglementation pharmaceutique, également la certification ISO 9001 du Comité national d'éthique pour la recherche en santé. Comment faire pour que ces performances se reflètent sur l'offre de soins domestiques? Il faut, à mon avis, travailler sur un certain nombre de paramètres. Parce que l'objectif en matière de santé, c'est de faire en sorte que l'accessibilité géographique soit atteinte, faire en sorte que partout, par une carte sanitaire efficace, qu'on puisse avoir à porter une structure de santé, ça, il me semble quand même que ça nécessite un investissement important au niveau des structures. Il faut régler la question de l'accessibilité financière. C'est toute la problématique de la prise en charge financière sur l'assurance maladie. Aller à peut-être faire en sorte que ce soit universel. On a quitté effectivement 18% pour arriver aujourd'hui à 51% de couverture. Il faut être plus ambitieux et aller encore plus loin.
cela me paraît important. Mais en dehors de ces questions-là, il y a quand même, de notre point de vue, un travail important à faire sur le plateau médical, mais aussi sur les ressources humaines. Absolument. Quand je parle de ressources humaines, je veux adresser de manière particulière la spécialisation, les spécialistes. Bien sûr. Parce qu'à ce niveau-là, il en manque. Il y a un déficit aussi. Il y a quand même quelque chose à faire pour non seulement inciter les Sénégalais à aller vers la spécialisation, mais les prendre en charge du point de vue de leur affectation et de leur emploi en termes de sécurisation et de promotion. Et à ce niveau-là, je pense que c'est une réflexion importante qu'il faut mener. Un mot sur le siècle d'existence quand même que célèbre l'Institut Pasteur de Dakar. C'est toute l'Afrique qui fonde d'espoir sur ce joyau et le projet Madiba. Madiba, ce vaccinopole ultra moderne inauguré par le président Bassirou Diomaye Faye, qui dit qu'il faut qu'un écosystème africain de l'industrie pharmaceutique qui permettra d'atteindre l'autonomie en vaccins. Qu'en pensez-vous ? J'en profite pour féliciter le docteur Sall. Oui. L'Institut Pasteur est une fierté nationale. Absolument. Et à ce niveau-là, l'État a orienté beaucoup de partenaires pour soutenir le projet de l'Institut Pasteur. Et nous avons lancé le projet à Diamniadio, qui a été inauguré récemment, qui est lancé par le président Macky Sall et vous-même. L'État, c'est une continuité. C'est une continuité. Une continuité. Lancé par le président Macky Sall, inauguré par Bassirou Diomaye Faye. Le président Bassirou Diomaye Faye. Et ça, effectivement, l'État. Et je pense que l'Institut Pasteur a encore des choses à revendre sur le marché du renforcement du système de santé, notamment sur toute la question laboratoire. Parce que le laboratoire est une dimension extrêmement importante du système de santé. L'Institut Pasteur est là, mais il y a d'autres structures comme IRSF et autres qui aujourd'hui aussi émergent sur le registre du renforcement de la politique de santé en matière de laboratoire. IRSF du professeur Souleymane Mboup. Deux dernières questions internationales. D'ailleurs, dans le cadre de la réalisation de ce projet de Madiba, vous l'avez dit, il y a eu beaucoup d'investisseurs. La France a accordé un prêt de plus de 16 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Êtes-vous parmi ceux qui appellent à repenser la relation bilatérale avec la France? Moi, je pense que autant que faire se peut, si la santé peut être financée par la ressource endogène, c'est tant mieux. Oui. Mais nous savons qu'on a besoin aussi de ressources extérieures. On ira peut-être dans des schémas de financement endogènes qui nous permettront de supporter tout le système de santé, mais on n'en est pas encore là. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce partenariat dans le secteur, aussi bien au plan financier que technique, est encore effectivement donc nécessaire. Ce partenariat dans le secteur de la santé, mais dans les autres secteurs, on appelle à la rupture. Ce qui est valable dans le secteur de la santé est valable aussi dans les autres secteurs. Parce qu'aujourd'hui, ça renvoie d'ailleurs, ça nous fait revenir à la fameuse question de l'endettement. Parce qu'aujourd'hui, si nous pouvons être autonomes du point de vue financier en finançant l'ensemble de notre économie que par la ressource nationale, cette souveraineté effectivement tant chantée est là à ce niveau-là. Mais nous ne sommes pas encore à ce niveau. Sur ce budget 2025, nous faisons aussi appel à de l'emprunt pour financer le déficit. On n'en est pas encore là. Donc, tant que nous pouvons effectivement utiliser de la ressource endogène, une mobilisation nationale pour financer l'économie, c'est tant mieux. Mais je pense quand même que nous sommes encore dans une situation où on a besoin de partenariats. Et parmi ces partenaires, mais pourquoi pas utiliser le partenariat qui vient effectivement de la France, comme le partenariat qui vient effectivement de l'Afrique et comme le partenariat qui vient d'autres pays. Parce qu'aujourd'hui, la souveraineté, il faut l'apprécier en termes donc de possibilité d'utiliser tous les partenariats qui s'offrent à nous. Et non, effectivement, donc un partenariat cloisonné vers une seule direction. IDE s'intéresse aussi à l'actualité internationale. Que vous inspire la rupture entre l'AES et la CEDEAO? C'est vraiment la question brûlante de la sous-région. C'est dommage de voir cette situation perdurer et pourrir de cette manière. Il me semble que les trois pays de l'AES ont quelque part rejeté les 6 mois
d'attente. Délai de rétractation. De rétractation qu'on leur proposait. Oui. Ce qui veut dire que, au point de la confiance, à leur niveau, ils sont prêts. Il me semble que au plan de la mobilisation des populations de ces trois pays en termes d'adhésion de leur peuple, ils sont prêts aussi. Peut-être même au plan de l'organisation, ils sont prêts. Ce qui veut dire aujourd'hui, il faut peut-être apprécier la médiation en termes donc de solutions alternatives pour faire en sorte qu'au moins les acquis de collaboration avec le reste de l'UMOA ne soient pas effectivement donc remis en cause. Autrement dit, il ne faut pas donc discuter du tout ou rien. Oui. Il faut, si on sait que les choses effectivement sont déjà décidées, faire en sorte que le système qui sera là soit un système où ils seront en collaboration avec le reste de la CEDEAO dans l'intérêt des peuples. Ouais. Merci beaucoup Abdoulaye Diouf Sarr. Je vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs. Abdoulaye Diouf Sarr, nous recevions l'ancien ministre de la Santé et de l'Action sociale, fondateur du think tank ID. Restez avec nous sur TFM, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée. Je vous remercie.